faut apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et comme je disais tout à l'heure avec le sport, se satisfaire de chaque progrès. Une simple amélioration doit être un carburant pour se sentir mieux et s'obliger à toujours aller vers le haut et pas se laisser couler. Cela fait 1 an que vous suivez mes aventures à vélo. Mais nous n'avons jamais abordé le sujet de comment j'ai été touchée par l'âme de compétiteur. Aujourd'hui, je vous partage le podcast réalisé par La Pancarte et qui a pour but de mettre en avant la vie privée des cyclistes amateurs. Bien sûr, je ne suis pas la seule à avoir été invitée par La Pancarte et vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Spotify, Apple ou Deezer. Tous les liens sont disponibles dans la biographie de leur page Instagram, alors n'hésitez pas à y faire un tour et à les soutenir pour cette belle initiative. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcart, le podcast de La Pancarte. Il y a des routes que l'on emprunte sans vraiment les choisir. Ce sont des sentiers familiers bordés de champs à perte de vue où le vent murmure des histoires de labeur et de persévérance. Là-bas, au cœur des campagnes, les jours s'étirent entre l'odeur de la terre mouillée et les promesses d'un ciel immense. On y apprend le poids des regards et des attentes bien avant de trouver sa propre voie. Parfois, ces chemins se croisent avec des podiums aux lumières éblouissantes, des talons qui claquent sur le parquet, des sourires savamment dessinés pour masquer l'incertitude. Et derrière les couronnes et les écharpes, il y a le balai silencieux des doutes, des efforts invisibles et cette étrange quête de soi dans le reflet des autres. Et puis il y a le corps, ce compagnon intime qu'on apprivoise mal, qu'on scrute, qu'on corrige jusqu'à l'épuisement. Dans l'arrière-plan discret des concours, derrière les applaudissements, certaines luttes se mènent en silence. On apprend à compter les calories, comme on égrène les heures, à se plier sous des exigences invisibles, parfois jusqu'à la rupture. Mais quand le corps vacille, l'esprit trouve parfois des refuges inattendus. Sur un vélo, par exemple, le regard s'accroche aux lignes de l'horizon, le mouvement devient une forme de renaissance, chaque coup de pédale une revanche sur les blessures du passé. Les routes, alors, ne sont plus des prisons, elles deviennent des promesses de liberté. Gwenaëlle Legendre est l'une de ces âmes. À travers les tourments de l'anorexie et jusqu'au concours de Miss qui ont marqué ses débuts sous les projecteurs, elle a connu des trajectoires où beauté et souffrance s'entrelacent. Mais là où beaucoup se perdent, Gwenaëlle a trouvé un échappatoire, un équilibre, le vélo. Ce sport est devenu pour elle plus qu'une discipline. C'est une manière de réinventer sa vie, de réapprendre à habiter son corps autrement. Aujourd'hui, elle pédale avec la force de celles qui ont tout repris à zéro, avec l'humilité de celles qui savent ce que signifie tomber pour mieux se relever. Son parcours est une invitation à comprendre, à écouter et peut-être à s'inspirer. Car Gwenaëlle ne se contente pas de rouler sur les routes, elle trace son propre chemin. Alors préparez-vous à entrer dans l'intimité de Gwenaëlle Legendre pour ce nouvel épisode du Podcart. Bonjour Gwenaëlle. Tu te présentes comme une fille de la ruralité. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemble une enfance dans une ferme ? Ah oui, bonjour Robin. Donc oui, je suis une fille de la campagne parce que je suis fille d'agriculteur. Et du coup, le quotidien pour moi, ça a été de partager les tâches du quotidien de la ferme avec mes parents et mes grands-parents. Comme par exemple, quelles tâches ? Du coup, après l'école, il fallait que j'aille pousser de maïs aux vaches, que je leur donne des granulés, que de temps en temps j'aide ma grand-mère à traire les vaches aussi, donc aller les chercher dans le pré. Et puis, lorsque j'ai commencé à être un petit peu plus grande, donc à l'adolescence, D'accord. il fallait, si je voulais faire un petit peu de vélo l'après-midi avec mes copains, les gars de la classe venaient à la ferme pour m'aider à pousser le maïs plus vite. Et puis après, on faisait du vélo ensemble. Ou si je voulais sortir en ville, il fallait qu'avant j'aille chercher les vaches dans le pré pour les ramener à l'hangar avant de pouvoir être libre. Donc ça a duré de ton enfance jusqu'à ton adolescence ou même au-delà ? Ouais, ça a été surtout jusqu'à mes 17 ans, donc tout le temps que j'ai vécu chez mes parents. Et est-ce qu'on peut dire que cette enfance, ça a façonné ta vision de l'effort, ça a façonné ta vision de la persévérance ? Ouais, clairement. Je pense que si j'avais grandi dans une ville, je serais pas du tout la même personne. J'ai l'impression en moi d'être une petite fille fragile et que pour autant, la ferme m'a permis d'avoir cette carapace de volonté, de détermination qu'assurément je n'aurais pas eu sans l'éducation que mon père m'a apportée. Ces moments que tu as passés à la ferme, dans la nature, parce que est-ce que d'ailleurs tu pourras préciser à nos auditeurs à quel endroit tu as grandi ? Est-ce que ces moments, ils ont influencé ta manière de te ressourcer aujourd'hui, d'envisager le monde aujourd'hui que tu habites en région toulousaine ? Alors oui, moi déjà j'ai grandi en Normandie.
Ouais. donc au fin fond de la campagne, dans la verdure. Et oui, ça a changé un petit peu ma vision des choses d'être dans le milieu agricole, parce que je connais aussi la difficulté de l'agriculture, ce qu'ils sont en train de traverser au quotidien. Et du coup, oui, j'ai envie aussi de me ressourcer et de garder ce contact avec la nature et de faire mon mieux pour pas devenir une pure citadine. Alors, au regard de cette enfance, bon, je vais dire un peu particulière, comment se passe ton adolescence, l'arrivée au collège par exemple? Alors c'est un petit peu compliqué parce que du coup je pense que j'ai grandi en étant une fille différente des autres, et la Hmm. différence au collège souvent fait pas bon ménage. J'étais à la fois celle qui travaillait énormément parce que j'ai toujours été même trop scolaire comme disaient mes profs, et du coup je pense que ça m'a joué des tours parce qu'à côté de ça j'avais déjà mon petit caractère de femme battante qui était en train de se forger, et donc les camarades de classe n'aimaient pas trop ce combo. Est-ce que, en fait, le monde de l'agriculture contraint forcément à une vision différente de la société par rapport à des enfants qui, par exemple, ont grandi en ville? Pas spécialement, ça dépend vraiment de comment gèrent les parents l'éducation. Est-ce qu'ils ont envie de garder leurs enfants le plus près de la terre possible et de leur inculquer certaines valeurs agricoles, ou est-ce qu'au contraire ils ont envie de les laisser complètement libres à eux-mêmes et pourquoi pas devenir complètement citadins Hmm. comme s'ils étaient banquiers quoi. Ouais, et du coup, ce regard des autres enfants au collège, c'est cette difficulté, comme tu disais, à t'intégrer dans ce milieu un peu ingrat, il faut le dire. Qu'est-ce que ça a provoqué sur toi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ça a été un petit peu une période compliquée dans ma vie parce que Hmm. du coup, le fait de me sentir un petit peu isolée à l'école et non comprise de mes parents à la maison, comme beaucoup de personnes, ça m'a poussée au bout d'un moment à tomber dans l'anorexie parce que Hmm. du coup, je savais pas trop comment je pouvais communiquer. La communication dans ma famille, c'est pas forcément un énorme point fort. À l'époque, mes parents savaient pas trop gérer parce qu'ils étaient très jeunes. Et du coup, oui, il fallait garder un maximum de choses en soi. Alors, si par exemple j'étais malade et que je disais que je voulais pas aller à l'école, j'allais pas à l'école. Mais par contre, à côté de ça, on venait me chercher à la maison pour que Hmm. j'aille aider sur la ferme. Donc au final, c'était plus difficile de travailler sur la ferme que d'aller à l'école. Donc Ouais. même avec 42 fièvres, je préfère aller à l'école. Donc voilà, j'ai appris à renfermer pas mal d'émotions en moi à cette Ouais. période, à tort, parce que c'est jamais bon le jour où ça ressort. À quel moment tu as pris conscience de ton anorexie? Ça s'est fait vraiment progressivement parce que au début, j'étais partie dans l'optique de me dire plus t'es maigre, plus t'es belle, ce qui est complètement débile. Et au bout d'un moment, ça a fini par se voir. C'est ma prof de sport qui l'a vu en premier et j'ai commencé à être très agressive dans mes réactions. J'étais complètement braquée, Hmm. je voulais pas entendre la vérité en fait. Et c'est, je dirais peut-être 6 mois plus tard où mon petit ami du moment était pas gros non plus, mais qu'un jour, quand j'ai voulu le serrer dans mes bras, il m'a dit, enfin, j'ai senti qu'il se repoussait. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, si tu continues à maigrir comme ça, je te quitte. Et là, du coup, ça a été un choc pour moi parce que je me suis dit, ah, en fait, t'as rien compris, c'est pas parce que t'es en Hmm. train de maigrir que t'es en train de devenir plus belle, quoi. T'es en train de tout cacher, en fait. Et est-ce que tu peux, ça peut paraître stupide comme question, mais est-ce que tu peux expliquer ce qu'est l'anorexie à des personnes qui auraient peut-être une fausse idée de ce trouble? L'anorexie, c'est une maladie mentale qui fait que, au début, je pense que c'est un moment de détresse et qu'on n'arrive pas à exprimer qui déclenche ça. Et par la suite, c'est assez étrange parce que on ressent absolument pas la faim. Ouais. Limite, on a le dégoût. Enfin, une anorexie qui dit non, je veux pas manger, elle est vraiment pas affamée dans sa sensation. C'est comme si elle avait tout mis sur pause et elle ne ressent absolument rien. Moi, je pouvais être une semaine sans manger, Hmm. réellement. Et pour autant faire 5 kilomètres de footing par jour, quoi. Donc, enfin, le corps est assez incroyable pour ça parce que on arrive à puiser dans des ressources sans trop se rendre compte. On est en train de le détruire, Hmm. forcément, en faisant ça. Mais on a, ouais, vraiment, le cerveau a une force incroyable. Et du coup, ça m'a aussi appris à en prendre compte, en fait, à Hmm. le réaliser. Et plus tard, à m'en servir comme force, justement, plutôt que d'utiliser sa force mentale Hmm. pour de l'autodestruction. Donc une fois que tu t'en rends compte, combien de temps ça dure et qu'est-ce qui t'aide à amorcer le chemin vers une guérison, entre guillemets? Le chemin est long pour guérir. Ça Hmm. m'a pris, je dirais, 6 mois pour être
plutôt bien. Et je dirais peut-être 1 an ou 2 pour être vraiment bien psychologiquement, en plus d'être bien physiquement. J'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber sur un médecin généraliste qui avait vécu ça au travers de sa fille. Donc, on a pu parler ensemble et il m'avait fait comprendre, en gros, il m'a mis sous régime. Quand j'ai commencé à manger, il m'a dit, je vais te mettre au régime. Ah, Et ça, forcément, ça m'a plutôt plu. Je me suis dit, yes, quelqu'un qui me comprend. Donc, il m'a mis énormément de restrictions et je pense que c'était volontaire de sa part pour que je me sente toujours dans le contrôle. Donc, ça, franchement, ça a été très rusé de sa part. Donc, j'ai commencé à remanger et forcément, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, bon, c'est un petit peu honteux, mais moi, je suis comme ça, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu des périodes de boulimie parce que du coup, d'un coup, le corps se réveille et là, on ressent absolument toute la faim. C'est assez étrange. C'est comme si le fait de mettre le moindre aliment dans sa bouche, ça réveille absolument tout le corps. Et là, c'est non seulement psychologiquement, on a très faim, on a envie de manger, mais en plus de ça, le corps, comme il a été traumatisé, il stocke pour la même chose ingurgité que quelqu'un de normal, il stocke beaucoup plus. Et c'est assez compliqué à accepter dans un premier temps. Donc, il y a eu des petits couacs, voilà, des périodes de boulimie qui n'ont pas été évidentes à gérer pour mes parents parce que du coup, ils se remettaient à m'interdire de manger, limite. Donc, le médecin, heureusement, était là pour leur dire, tant pis, ça fait partie du cursus de réparation et faut laisser faire les choses. Et petit à petit, c'est à travers le sport où justement, je me suis dit, c'est comme ça que tu peux manger sans grossir de manière démesurée, quoi. on est beaucoup à se le dire et il paraît d'ailleurs que ça porte aussi un nom, ça s'appellerait la bigorexie, cette tendance Ah, à clairement. abuser du sport pour pouvoir manger, c'est ça, hein? Ah ouais, clairement. Ah, moi, je suis tombée à fond dedans. Mais bon, je me dis que c'est quand même une maladie beaucoup moins dangereuse Hmm. que l'anorexie ou la boulimie, quoi. Alors c'est la musculation qui t'a permis de te réconcilier, en tout cas de réconcilier ton esprit avec ton corps, c'est ça? Ouais, en fait, au début, je faisais plutôt du step, des choses comme ça, etc. Et puis ensuite, j'ai rencontré une personne qui faisait énormément de musculation, qui m'a dit, tu devrais en faire parce que bah, t'es dynamique et tout, mais malheureusement, bah, t'es assez plate, assez filiforme. Et au bout d'1 an et demi à essayer de me convaincre, j'ai fini par franchir le cap à faire de la muscu et je me suis rendu compte effectivement que de cette manière-là, le corps se reconstruisait beaucoup plus facilement avec de la masse musculaire. Et ça m'a aussi permis de complètement me détacher du poids parce que je recherchais, même si j'étais guérie, que je mangeais normalement, j'étais tout le temps à surveiller mon poids. Tous les matins, fallait que je me pèse, fallait que Hmm. je m'assure que je prenais pas. Et bah, après, en me renseignant, parce que je suis très curieuse aussi, donc j'ai regardé beaucoup de documentaires sur YouTube pour savoir comment faire de la musculation, etc., l'anatomie du corps. Et du coup, je me suis rendu compte déjà que le muscle pesait beaucoup plus lourd que le gras et que du coup, visuellement, je pouvais paraître plus mince en étant plus lourde parce que je suis simplement plus musclée. Ça me fait penser à une autre question aussi que je ne t'ai pas posée. Tu me dis que tu es curieuse, que tu regardes beaucoup de vidéos, l'anatomie, donc la science, je fais un ricochet. Qu'est-ce que tu as fait comme étude et qu'est-ce que tu fais comme travail aujourd'hui? Alors au lycée, j'ai fait un bac scientifique et à la base, j'avais un métier passion d'être sage-femme. Sauf que au bac, j'ai un petit peu galéré. J'ai eu 10,8 de moyenne et du coup, je me suis dit que l'école de médecine, ça allait être compliqué pour moi. Donc j'ai fini par finalement partir dans du commerce. Donc j'ai fait 3 ans chez Decathlon pour mon BTS MUC, en plus de mes études à côté. Et ensuite, j'ai fait une licence banque et assurance où là, D'accord. pour le coup, j'ai fait 8 ans en gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, tu es là-dedans? Non, en fait, depuis janvier, j'ai arrêté ce métier-là pour me Ok. consacrer à plein temps dans la création de contenu. D'accord. Alors, on va y revenir, mais c'est vrai que là, je suis parti sur complètement autre chose. Alors, la musculation te permet de sortir peu à peu de cette anorexie. Et ensuite, tu te mets à participer à des concours de beauté. C'est ça, donc toujours la personne qui m'avait poussée à me mettre à la salle de sport a fini, lorsque j'étais en train de scroller sur Facebook, de tomber sur une publication qui incitait des personnes à s'inscrire pour Miss Normandie. Et bon, moi j'ai regardé ça un petit peu en rigolant, et sauf que bah il m'a boosté pour que je le fasse. Donc je l'ai fait en cachette. Je me suis inscrite en cachette avec lui.
Mais vraiment, les membres de ma famille et mes proches n'étaient pas au courant parce que j'avais honte. J'avais honte déjà de me dire, ah ouais, tu fais les concours Miss, voilà quoi, au milieu des paillettes, moi, je viens de la ferme, ça colle pas trop. Ouais. Et puis bah finalement, je me suis prise au goût parce que ça apporte quand même des choses, ça nous pousse à nous surpasser. Donc ça, j'ai bien aimé. Parce que c'est pas évident de se mettre à nu à la fois en maillot de bain, mais aussi dans le discours pour se présenter face à du monde, hein. Il y a quand même 1000 personnes devant nous en direct lorsqu'on fait les concours de Miss Normandie. Donc, il faut savoir le gérer, surtout quand on est jeune. Et j'ai bien aimé ce côté stressant et excitant à la fois et qui permet aussi de se développer sur le long terme. C'est assez paradoxal parce que participer à des concours de beauté, c'est souvent être jugé sur des critères qui sont très normés. Et c'est aussi ce qui t'avait peut-être amené vers tes problèmes de santé à l'adolescence. Ouais, alors ça, je pense que c'est ma façon de fonctionner. Hmm. Dès qu'il y a quelque chose sur lequel je suis en souffrance ou en faiblesse ou voilà, mes défauts, franchement, c'est ce qui me pousse le plus à me surpasser et justement à les corriger. Ok. Et souvent, au bout d'un moment, mes défauts deviennent mes atouts parce que je les ai tellement travaillés, tellement j'aime pas avoir de défauts, mais bon, c'est inévitable. Et bah ouais, c'est donc là vraiment le fait de faire des concours de Miss, c'était en mode ok, vous m'avez tous jugé sur mon physique pendant le collège. Et bah voilà comment je reviens. Et voilà, moi je vous dis en gros, je vous dis merde parce que je pousse le vice jusqu'au bout. Et là où vous me critiquez sur mon physique, bah aujourd'hui je suis devant vous pour que vous puissiez m'évaluer. C'est fou comme ces expériences de l'adolescence, du collège en particulier, puisque c'est un milieu qui est très difficile, ça nous forge, ça crée la personne que l'on devient après. Et toi, si j'ai bien compris, ça t'a redonné une sorte de confiance en toi. Ouais, alors la confiance en soi, je pense que ce sera un travail de toute une vie sur moi. Mhm. Mais oui, ça m'a énormément aidé. Je passe des petits caps petit Ouais. à petit. J'ai l'impression d'avoir un escalier long comme l'ascension d'une pyramide. Mais je suis en plein dedans, je suis pas au pied. Et je continue mon petit chemin vers le sommet. Donc tu as été dauphine. Jusqu'où tu es allée dans ce milieu des concours de Miss? Alors, niveau Basse-Normandie, j'ai réussi à gagner en 2015 et D'accord. je me suis représentée en 2017 pour Miss Normandie, où là, du coup, j'ai fait première dauphine, donc à une toute petite place près, j'ai été sur plateau TF1. Ça t'a aussi peut-être permis de te confronter à du public, à une certaine notoriété, et donc ça me permet de faire la transition vers la création de contenu. Ça a l'air d'être quelque chose qui est assez naturel pour toi. Plus de 16 000 abonnés sur Instagram, 8 000 sur YouTube. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Cycliste Actuel, donc ton compte, et la jeunesse de cette idée, sa construction jusqu'à ce franc succès que c'est devenu aujourd'hui? Ouais, donc Cycliste Actuel, c'est une société que j'ai créée dans le but de promouvoir le cyclisme parce que lorsque j'ai commencé à faire du vélo, j'étais un peu livrée à moi-même, hein, j'avais personne dans mon entourage qui faisait du cyclisme et j'étais assez perdue et je pense avoir perdu aussi pas mal de temps, notamment la première année parce que je ne savais pas comment je devais faire pour progresser. Qu'est-ce que je pouvais faire aussi en termes de compétition, etc. Je ne savais pas du tout ce que pouvait proposer le cyclisme. Et du coup, je me suis dit que j'aurais bien aimé qu'on m'accompagne à ce niveau-là et aussi me rassurer parce que lorsque j'ai commencé à fréquenter un peu de cyclistes, j'ai surtout fréquenté des cyclistes doués. Et du coup, on se rend pas compte qu'il y a énormément de gens qui sont comme nous, qui débutent, qui sont en galère. Et du coup, j'ai voulu partager mon quotidien de jeune cycliste, puisque j'ai que 3 ans aujourd'hui d'expérience de vélo, pour promouvoir tout ça. Pour moi, c'est vrai que c'est assez naturel, parce que je me rends compte avec le recul que j'ai toujours été assez créative. Donc pour moi, créer des vidéos, c'est un pur plaisir, même si c'est de manière autodidacte, parce que j'ai jamais fait d'études dans le domaine. Et quand je repense, oui, que sur Windows Movie Maker, j'adorais faire des montages vidéo à l'époque quand j'étais adolescente pour mes parents, les anniversaires, etc. C'était un tout petit début. Et lorsque j'ai été motarde, je prenais plaisir à mettre les toutes premières générations de GoPro sur mon casque pour filmer mon quotidien, même si je le partageais pas. Je pouvais montrer à mes proches comment je conduisais à moto. Donc je me dis, c'était quand même des faisceaux d'indices, comme quoi j'avais peut-être un terrain propice pour faire ça. Donc avec ça, tu veux encourager les gens, par exemple, à se lancer dans le vélo. Mais qu'est-ce qui te pousse ou qu'est-ce qui t'a poussé à rendre ton parcours public et à partager autant les échecs que les victoires, en fait?
Alors du coup, moi, je suis tombée un peu dedans par le pur hasard Hmm. parce que pour le coup, je faisais mes compétitions comme tout le monde, hein, de manière anonyme. Et sauf qu'un jour, sur le Tour de l'Orne, donc qui est une grosse compétition qui compte pour la Coupe de France aujourd'hui, D'accord. j'ai cassé mon vélo lors d'une chute massive. On était plus d'une cinquantaine de femmes à terre. Et avec un vélo cassé, ça va tout de suite moins bien. Et comme on était en plein mois d'avril, j'étais un petit peu coincée parce que la saison étant lancée, c'est pas évident de pouvoir se retrouver un vélo comme ça en claquant des doigts du jour au lendemain. Il y a souvent des délais et je me disais que ça y est, ma saison elle est foutue, le temps qu'un nouveau vélo arrive, etc. Et sauf que mon histoire a été entendue quand même par pas mal de gens sur les réseaux parce que je pédalais notamment avec un groupe qui était basé sur Caen, qui connaît la plus grosse chaîne de YouTube qui s'appelle NCT, qui est une chaîne normande. Et cette personne-là, donc Cédric Guérin, cherchait une femme pour partager les compétitions, pour faire à la fois un homme et une femme, mais aussi comme lui, il fait pas de compétition, mais plutôt du partage sur le choix du matériel. Il voulait se développer sur la partie compétition et du coup, je rentrais complètement dans ses critères. Donc, on a été mis en lien. Et le soir même, il m'a appelé pour se présenter et du coup me proposer d'avoir l'un des vélos de ses sponsors en Ok. contrepartie de porter des caméras sur mon vélo. Comme moi, je suis assez à l'aise avec la diffusion de mon image, j'ai accepté parce que c'est vrai que ça m'arrangeait bien aussi d'avoir un vélo de dépannage et de pouvoir rouler dès la semaine suivante avec. Donc voilà, c'est vraiment parti de ça. À travers tes vidéos, à travers ton compte, tu poses un regard, alors déjà féminin, un regard singulier. Et en quoi ce regard, il est différent de ce qu'on voit d'habitude dans ce type de contenu? C'est pas évident comme question parce que je pense que la plus habilitée à répondre, c'est pas moi, mais c'est plutôt mes abonnés. Et quand je me base sur les commentaires qu'ils me laissent, c'est vraiment le fait d'être authentique. Ouais. C'est-à-dire que si j'ai peur, j'ai pas peur de le dire. Si j'ai mal, je le dis aussi. Si c'est dur, si j'ai pas compris, si j'ai pas aimé, voilà, je veux absolument pas me faire passer pour un héros sur la chaîne YouTube. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, quand ils me regardent, ils disent, mon Dieu, elle aussi, elle est dans la même galère que moi. Elle aussi, elle comprend ce que je vis au quotidien. Et pour autant, elle se donne à fond et ça passe. Donc, quand moi, je suis en difficulté, ok, je peux faire comme elle, je peux me dépasser, je peux réussir aussi. Alors ça nous permet de faire la transition vers notre partie plus axée sur le cyclisme. Tu racontes que alors je crois que c'est un entraînement, il y a des cyclistes qui t'ont dépassé alors que toi tu étais sur un vieux VTC. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la compétition, de croire en toi et vraiment de découvrir ce milieu du cyclisme de l'intérieur? Ça encore, c'est vraiment tombé par hasard. C'est avec le confinement, les salles de sport ont été fermées. Et pour moi, comme on disait tout à l'heure, je suis un peu atteinte de la bigorexie. Donc, il fallait Ouais. que je trouve absolument un moyen de pouvoir faire du sport. Donc, j'ai commencé avec la course à pied, sauf que j'ai le syndrome du TFL. Donc, tout de Mhm. suite, surtout sans avoir de basket adapté, j'ai vite senti que il fallait pas que je cours de trop non plus. Et du coup, j'ai échangé pour partir sur un VTC, donc le VTC qui était dans mon garage, pour pédaler et protéger mes articulations. Et finalement, je m'y suis prise un petit peu au goût parce que quand je fais quelque chose, c'est jamais à moitié. Donc du coup, je pédalais un petit peu comme un ours sur mon vélo. Malgré un vélo de plus de 12 kilos, j'allais à 28,5 km/h de moyenne, donc j'étais assez satisfaite. Mais je m'en rendais pas non plus compte de ce que je faisais, jusqu'à temps qu'effectivement d'autres cyclistes qui s'entraînaient croisent ma route et remarquent la vitesse avec laquelle je me déplaçais avec mon espèce de tank. Et donc ils m'ont rattrapé, ils m'ont dit que clairement ça serait bien pour moi que je m'achète déjà dans un premier temps un vélo de route, que je sache un petit peu ce que c'est. Donc j'ai pas vraiment écouté sur la première période de confinement et sur la deuxième période de confinement, là j'ai craqué et j'ai acheté mon premier vélo. D'accord. Enfin vraiment un vélo alu, patin, un truc absolument très basique. Mais j'ai quand même senti un énorme gap et là du coup ça m'a vraiment plu. J'ai enchaîné les sorties les unes après les autres, mais surtout avec eux. Je roulais pas vraiment en groupe, on roulait à trois et puis voilà. Et petit à petit, ils m'ont poussé à faire des compétitions. Donc forcément, la petite fille fragile s'est réveillée et je me suis mise à pleurer en me disant je peux pas faire de compétition. Parce que pour moi, il y avait que le Tour de France qui existait et je dis mais je sais pas du tout le niveau d'aller au Tour de France. Et voilà, ça s'est vraiment fait petit à petit. Je me suis challengée sur des cols dans les Alpes parce que j'avais une connaissance près de Grenoble qui m'avait dit ouais,
tu rafles tous les tous les records sur Strava, mais c'est parce qu'en Normandie, c'est facile. Viens dans les Alpes, tu verras que c'est pas du tout pareil. Mais sauf que moi, faut pas me dire ça, en fait. J'ai pris ma voiture, j'ai pris mon vélo et je suis venue. Et j'ai monté le col des Deux Alpes. Et sur l'année que je l'ai fait, j'étais arrivée 8e meilleure femme de l'année à être montée sur ce col. Et bon, quand on connaît la renommée du col, je me dis que c'était quand même pas mal. Bon, forcément, j'ai fait une montée sèche, hein. Par contre, je vais pas le cacher. J'ai fait une montée sèche et je suis arrivée en haut. J'étais limite en larmes tellement j'étais cramée. Mais ça m'a quand même fait réaliser que j'avais un certain potentiel. Et du coup, quand je suis redescendue et que je suis rentrée en Normandie, j'ai dit, OK, c'est bon, je vais faire des compétitions. Et du coup, bah, j'ai fait ce qu'on appelle un brevet. Donc ça, c'est la FSGT, en tout cas de là-bas, qui organise ça. C'est des sorties groupées, donc c'est pas des courses parce que c'est sur la voie publique, mais ça m'a permis de découvrir aussi la magie de l'aspiration d'être dans un peloton. Et ça, c'était génial. Et là, ça y est, je me suis prise pour une championne et je me suis retrouvée sur ma première compétition. Et sauf que bah ça se passe pas du tout comme prévu parce que je m'étais pas du tout entraînée, j'avais jamais fait de fractionné, je savais même pas ce que c'était. Donc je fais le premier tour, je me dis c'est super, je suis dans le game, trop bien. Et deuxième tour, ça attaque et là j'ai fait what? Je comprends pas. Et forcément que je suis passée par la fenêtre, j'ai complètement décroché du groupe et puis j'ai fini ma course en solitaire en mode diesel, mais je l'ai terminée. C'est un apprentissage qui est très long, l'apprentissage du cyclisme Ouais, sur route en particulier, parce qu'il y a aussi tout l'aspect tactique qui entre en compte. C'est ce qui fait d'ailleurs le charme du vélo. C'est pas forcément le meilleur qui gagne, mais c'est aussi peut-être le plus malin. exactement. Ouais, bah c'est ça en fait. J'avais fait un test d'effort juste avant la compétition. J'avais des très bonnes données, surtout sur de la longue distance. Donc c'est pour ça que je dis mode diesel. J'étais capable d'aller à la même vitesse qu'un peloton, mais toute seule, mais en étant derrière, parce que dès qu'il y avait un à-coup, bah, je tenais pas. Donc ça, c'était ma première année de vélo. Et ouais, heureusement que les deux gars qui m'avaient poussé à faire du cyclisme m'avaient bien dit. Je pense qu'ils avaient compris le truc, mais ils voulaient pas me décourager, donc ils m'avaient pas spoilé l'affaire. Mais avant ma première compétition, ils m'avaient dit surtout n'abandonne jamais Ah. parce que c'est trop facile et après tu vas en prendre l'habitude. Et du coup, heureusement qu'ils m'ont dit ça parce que le jour où j'ai fait ma première course et que j'ai sauté du peloton, j'aurais absolument pas su quoi faire. Est-ce qu'il aurait fallu que je m'arrête ou pas? Je n'étais même pas consciente de ce que je devais faire dans ces cas-là. Et au moins, grâce à cette phrase-là, je me suis dit, bon, bah, tu termines et voilà, on s'en fiche, mais tu termines. Donc là, on parle de quelque chose qui se passe juste après le confinement, c'est ça? Donc 2020-21? Ouais, c'était mars 2021. Et depuis, comment s'est passé ton développement vis-à-vis de ce sport cycliste? Qu'est-ce qui a fait en fait que tu as eu envie de continuer, de progresser? Et bah, vraiment, au final, ce qui me manquait dans mon quotidien, la compétition, me dire le dépassement de soi. C'est-à-dire que la première année, ça a été essaye de terminer une course dans le groupe déjà. Et bah, le jour où tu termines ta première compétition dans le groupe, même si t'es dernière du groupe, t'es trop content. Donc, faut vraiment, c'est ça aussi que je veux montrer dans la chaîne aujourd'hui. C'est vrai que j'ai un niveau qui a pas mal augmenté et qu'on le ressent moins. Mais j'essaie de le rappeler au maximum, notamment avec le cyclocross où je suis un petit peu moins douée. Et c'est vraiment de se dire, la victoire, elle n'est pas simplement d'être premier de la course. Oui, c'est l'apothéose. Si on arrive à être premier de la course, ça fait super plaisir. Mais il faut aussi savoir avoir des victoires personnelles. Et ça passe dans un premier temps par terminer dans le peloton. Après, terminer dans dans les 50% premiers, puis les 25% premiers. Et après, bah, se jouer la gagne. Mais vraiment de faire step by step pour pas se décourager parce que le cyclisme, c'est un sport absolument ingrat. On fait des efforts terribles et pour autant, on a rarement une récompense. Et c'est pour ça qu'il faut savoir séquencer les choses pour se faire plaisir et remarquer notre progrès. On sent que tu as une certaine détermination en toi, même au-delà de ça, presque une rage. Tu as eu un autre souci de santé dans ta vie. Est-ce que tu peux peut-être en parler ici et faire le lien justement avec cette détermination et cette rage qui t'anime? Ouais, et j'ai pas eu trop de chance niveau santé. Hmm. Pourtant, je pense avoir un corps avec certains atouts à la base pour être puissante, performante, etc. Sauf que sans la médecine, je ne serais plus là. Parce que j'ai eu notamment un cancer du col de l'utérus qui s'est déclenché assez jeune, j'avais 24 ans. Et bon, surtout que c'est tombé à l'époque où on commençait à peine à parler de tout ce qui était papillomavirus et la vaccination. C'était vraiment les tout débuts, donc ma mère avait pas confiance de me faire ce vaccin-là.
Et les premiers frottis se faisaient normalement à 25 ans. Sauf que mon médecin généraliste, toujours le même, était assez contre le fait d'attendre 25 ans pour faire les premiers frottis. Et du coup, j'ai insisté auprès de mon gynécologue pour faire un premier contrôle. Et le premier contrôle a été le mauvais et il était grand temps que je le découvre parce que il y a 4 grades de gravité sur un cancer du col de l'utérus et j'étais entre le stade 3 et 4. Est-ce que donc tu avais déjà commencé une pratique du sport, c'était pas spécialement le vélo. Est-ce que ça t'a aidé, tu penses, à te battre contre cette maladie ou peut-être est-ce que c'est l'inverse, est-ce que c'est la lutte contre cette maladie qui t'a aidé à progresser dans le sport ou un ensemble des deux? Franchement, c'était un ensemble des deux parce que sur le coup, quand j'ai appris ça, on nous sort le mot cancer quand on a 24 ans, le Ouais. ciel nous tombe sur la tête, quoi. On comprend pas. Mm, Franchement, on mm. comprend pas. Et même si j'ai eu la chance de pas avoir de chimio parce que c'est un type de cancer qui n'en nécessite pas forcément, ça reste quand même un mot difficile. Et les premiers mois, ouais, je dirais les 3 premiers mois, j'ai rien compris. Mm. J'étais complètement en train de me laisser couler, je déprimais, je pensais à ça tout le temps, etc. Et en fait, au bout de, je voulais vraiment, je le disais même pas à mes parents, en fait. Je l'ai même pas annoncé. Ok. Je l'ai gardé pour moi et mon copain. Surtout le temps qu'on arrive parce qu'au début, ils disent, oui, vous avez le cancer, mais on sait pas à quel stade. Super. Donc là, on se dit, est-ce que c'est tout le début? Est-ce que je suis en train de mourir? J'en sais rien. Et ça, je voulais pas l'infliger à mes proches, donc j'ai tout gardé pour moi et ça a été horrible de le tenir pour moi. Mais je suis assez contente parce que le jour où on m'a dit bon bah voilà, vous en êtes au stade 3-4, vous allez être opéré, on va vous faire une ablation, machin. Au moins je savais, Mm. je voyais où je pouvais mettre les pieds. Et là du coup j'ai pu en parler à mes proches, donc ça a été assez difficile, surtout ma mère qui s'est mise à culpabiliser de pas m'avoir vaccinée. Donc du coup, c'est moi qui me sentais trop mal de l'avoir comme ça. Et du coup, je lui ai sorti une phrase qui a été le déclenchement de tout. Pour la consoler, je lui ai dit, écoute maman, on va juste me faire une ablation. C'est pas grand-chose comparé à ce que d'autres traversent lorsqu'ils ont le cancer. Mm. Et je pense que si tout le monde avait ce type de cancer et qu'il suffisait d'enlever ce qui va pas pour guérir, je pense que le monde se porterait mieux. Et le fait de dire ça pour ma mère, je l'ai entendu en même temps. Et là, ça m'a donné, j'ai réalisé tout simplement que ça pouvait continuer, que c'était pas forcément la fin du monde et que je pouvais m'en sortir et que j'avais quelque part de la chance dans mon malheur. Et c'est de là que j'ai trouvé ma détermination parce que oui, je faisais du sport, mais j'en faisais un petit peu comme ça, quoi, pour me maintenir en forme. Et cette rage de tout dépasser, de tout exploser, elle est venue à partir de là parce que là où avant je faisais de la muscu pour faire de la muscu, là je me disais mets plus lourd, soulève plus lourd, défonce-toi, donne tout. Parce que si tu arrives à passer cette fameuse dernière répétition qui est trop difficile pour toi, c'est comme si tu mettais un coup de poing dans cette maladie que tu étais en train de l'affaiblir. Et vraiment, j'ai tout drivé là-dessus en me disant, en gros, plus tu te fais mal à la gueule, plus tu lui fais mal et plus tu vas réussir parce que ça m'entretient psychologiquement à me dire t'es forte. Ce que tu racontes là, ça fait écho à un livre d'une athlète, Anaïs Kemener, que tu connais peut-être, qui est une marathonienne, qui a vaincu un cancer du sein, qui a pu revenir au meilleur niveau en course à pied. Et elle explique aussi à travers ce livre que tout ce qu'elle a appris à travers le sport l'a aidé à combattre cette maladie, qu'elle n'a jamais quasiment laissé la maladie prendre le dessus sur sa passion pour le sport, même au-delà du dessus sur sa vie. Et là, ce que tu racontes m'y fait beaucoup penser. Donc j'aimerais te demander, moi, pour passer ensuite sur une autre partie de notre conversation peut-être un peu plus gaie, quel message tu aimerais délivrer à des jeunes femmes qui, comme toi, se battent au quotidien, par exemple contre des maladies aussi graves? De faire ce qui leur plaise et ce qui semble de plus intéressant pour elles pour réussir à surmonter tout ça. Il n'y a pas une règle magique. Toutes les deux, on s'est orienté vers le sport pour se ressourcer, mais pour certains, ce sera d'autres choses. Mm. Ça peut être la famille, mais vraiment, faut écouter son instinct. On entendra toujours des gens dire oh, c'est pas bien de faire du sport quand t'es malade parce que tu peux encore plus t'affaiblir. Ouais, mais non, en fait, il y a le bien-être mental, il y a le bien-être physique. Faut trouver l'équilibre entre les deux. Et chacun a sa façon de le trouver, mais faut surtout ne pas baisser les bras et faut apprendre à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et comme je disais tout à l'heure avec le sport, se satisfaire de chaque progrès. Faut pas attendre d'être complètement guéri pour se réjouir. Une simple amélioration doit être un carburant pour se sentir mieux et s'obliger à toujours aller vers le haut et pas se laisser couler.
Alors, les femmes, il faudrait qu'on en parle, parce que dans ce podcast, on n'en a pas assez parlé depuis que nous l'avons lancé à la pancarte. Alors, on a eu la chance d'accueillir Manon Souiris qui nous en a déjà un peu parlé. Toi, tu es une fervente défenseuse de la place des femmes dans le cyclisme. Quels sont encore les plus grands freins que tu identifies pour les femmes aujourd'hui, notamment dans le milieu du sport? Dans le milieu du sport, les freins pour les femmes, c'est qu'il y a trop de différences de fait entre les hommes et les femmes. Si on prend par rapport au cyclisme, par exemple, on veut souvent dire que la femme est un peu plus faible parce qu'elle développe moins de watts maximum, qu'elle doit avoir un départ séparé. Sauf que souvent on est moins de 10 femmes sur une course, donc une course à 10 c'est soudain moins fun que de partir tous ensemble. Et combien même il y a des organisations qui commencent à faire des courses 100% féminines. Alors là je le prends surtout par rapport à mon expérience avec la FFC qui organise les routes de l'Ouest féminines dans lesquelles l'Occitanie fait désormais partie. Tous les niveaux sont mélangés. On n'a pas la chance, comme les garçons, d'être triés par niveau. Et ça représente du coup certains dangers parce que on va se retrouver mélangé entre des Access 4 et des élites. Donc c'est vraiment toute catégorie. Donc aussi bien la fille qui a 3 mois d'expérience sur son vélo et qui débute que celle qui touche du doigt le cyclisme professionnel. Et ça, dans un seul et unique peloton, ça fait pas bon ménage. Parce que du coup, les débutantes surréagissent. Ce qui est complètement normal, hein. J'ai été la première à surréagir les premières fois que j'ai vécu ça, par rapport aux attitudes des élites qui frottent beaucoup mieux, qui nous collent. Et sauf que quand on n'a pas l'habitude d'être collé, on fait des écarts et ça provoque des chutes. Donc je trouve que les courses 100% féminines sont assez dangereuses pour cette raison-là. Et que pour autant, on essaie trop de séparer les hommes et les femmes. Moi, franchement, avec l'expérience, j'ai envie de dire que les hommes sont comme les femmes. Et c'est juste que, ouais, peut-être qu'une femme, moi, par exemple, je suis en Open 2. Si je fais une course avec des hommes Open 2, c'est clair que je vais manger la poussière. Si je finis dans le groupe, c'est bien. Mais il faut juste dire que, par exemple, une femme Open 2 équivaut à un niveau Access 1 chez les hommes et qu'il n'y a pas de problème avec ça et qu'elle peut courir avec les Access 1 sans aucun souci, sans devoir dissocier et faire des différences, quoi. Donc pour rendre cette pratique peut-être plus inclusive, quelles sont, à ton avis, je sais pas, d'autres initiatives pourraient être envisagées? Alors déjà, toi, tu es dans une équipe, on peut parler de l'initiative d'Albi Vélosport qui a créé une équipe 100% féminine. Ouais, le fait qu'il y ait des équipes féminines qui se développent, c'est quand même une bonne chose parce que ça, notamment le fait de rentrer dans une structure comme celle-ci, ça nous permet d'être dans une DN. Et là, pour le coup, on retombe sur des courses qui sont triées par niveau. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu aller dans une équipe féminine nationale. C'est que là, je sais que je vais me retrouver cette année sur des courses 100% féminines à l'échelle nationale, mais en même temps avec un premier tri de fait pour me retrouver qu'avec des femmes de mon niveau. Ça me permet de basculer sur les dernières questions. On va quand même parler de tes ambitions sportives. Donc, tu es monté en Open 2. Comment tu envisages cet apprentissage vis-à-vis du travail d'équipe? Comment tu te prépares pour cette nouvelle étape? Le travail d'équipe, c'est vraiment le point fort que j'ai envie d'apprendre cette année. C'est l'élément crucial parce que pour l'instant, j'ai surtout couru seule. J'ai eu une première expérience en sélection départementale quand j'étais en Normandie. Mais comme on n'était que 4, ça n'a pas vraiment porté ses fruits. Donc là, j'ai vraiment envie d'apprendre à travailler en équipe. Et pour moi, dans ma tête, l'esprit d'équipe, c'est déjà d'avoir une équipe homogène. Parce que s'il y a des écarts de niveau trop importants, c'est compliqué de travailler ensemble forcément. Parce qu'on n'est pas ensemble dans les pelotons. Là, ça a l'air d'être le cas au niveau de mon équipe d'Albi. J'ai pu faire quelques compétitions de cyclocross avec elle et j'ai aussi fait des sorties groupe et clairement le niveau est là et ça me fait grave plaisir parce que je suis incapable de classer les filles par niveau en fait, tellement on est similaires. Donc ça va vraiment se faire en direct dans la course, je pense, de voir qui est plus en forme sur le moment, qui se retrouve dans la bonne opportunité. Et là, ça va être de prendre plaisir les unes après les autres à travailler pour une camarade et à faire gagner l'équipe. Et voilà, quoi, c'est vraiment ça que j'ai envie de découvrir cette année. Et pour moi, l'esprit d'équipe, c'est ça. Il n'y a pas forcément de leader, il n'y a pas de choses prédéfinies dans le marbre pour une année. Mais c'est au feeling et c'est vraiment la cohésion d'équipe qui est le plus important parce que je trouve que le cyclisme de route est quand même un univers extrêmement dur. Et si on peut trouver un petit peu de sympathie à ajouter à tout ça, ça peut être quand même
beaucoup plus agréable au travers d'une équipe. Alors, j'aime bien terminer cet entretien avec des questions qui peuvent paraître n'avoir ni queue ni tête, mais le but du jeu, c'est d'y répondre le plus sérieusement possible. Alors, est-ce que c'est OK pour toi ? Ok, ça marche. Chaussettes noires ou chaussettes blanches ? Blanche. Ouais, quelles que soient les chaussures. Alors, généralement, je préfère blanche parce que j'ai des chaussures blanches. Ah, Et voilà. par contre, j'aime bien avoir aussi une paire de chaussures noires parce que quand il fait vraiment pas beau ou en cyclocross, par exemple, dans ces cas-là, je passe sur des chaussures noires et du coup, chaussettes noires. Est-ce que tu préfères une sortie caniculaire à plus de 40 degrés ou une sortie vélo sous de la pluie, mais il fait pas trop froid ? Il y a du vent ou pas dans les deux cas? Ah non, justement, là j'ai enlevé toute notion du vent parce que la dernière fois ça m'a gâché la question. C'est évident que le vent c'est le pire ennemi du cycliste. Ah, de la pluie, mais pas trop froid ou caniculaire? Ouais, Ah, c'est super dur. C'est super dur. Ça dépend de l'exercice qu'il faut faire. Ah. Si c'est des intensités, etc., je crois que je préfère encore sous la pluie parce que sinon la surchauffe elle va arriver. Si c'est rouler tranquille, chill, la chaleur est moins gênante. et pour finir, si on te dit au départ d'une course de vélo que tu vas forcément tomber, quelle est la chute idéale pour toi ? Dans le fossé. Dans le fossé. Toute seule dans le fossé. Mais un fossé avec un peu d'herbe quand même, un peu moelleux. Oui, voilà, pour amortir. Surtout pas au milieu d'un peloton. J'ai toujours aussi une dernière question. Qui verrais-tu dans un prochain épisode de ce podcast, par exemple ? Quelqu'un peut-être de ton entourage, quelqu'un que tu ne connais pas mais que tu aimerais bien entendre parler de sujets divers et variés ? Au niveau de mon entourage, j'ai une personne évidente qui me vient à l'esprit parce que il a un parcours très différent du mien et pour autant très inspirant aussi. C'est mon copain, donc Damien Degault. D'accord. Alors, je te remercie, Gwenaëlle, pour cette idée, pour tout cet entretien. Et je te dis peut-être à bientôt au détour d'un cyclocross dans la région ou d'une course. En tout cas, merci infiniment. Avec plaisir, à bientôt. Voilà, de quoi se dire que sur la route, il y a toujours une pancarte au loin. Un point fixe qui attire, qui pousse à donner tout ce qui reste dans les jambes et dans la tête. Aujourd'hui, Gwenaëlle nous a raconté son propre sprint, celui qui mêle courage, ténacité et liberté retrouvée. I got too much on my mind.